Vous avez peut-être vu passer ces images, c'était mardi 27 janvier, 11h25 local au Texas. Nous avons un WB-57F Canberra qui appartient à la NASA qui se pose sur le ventre. Les images sont impressionnantes et le son nous renseigne sur le fait que les réacteurs fonctionnent. Nous sommes alors sur le terrain où est basé cet avion. Ellington Airport à Houston, et c'est sur la piste 17 droite, 35 gauche, qu'a lieu cette approche, avec des conditions météo parfaites, un vent extrêmement calme, du beau temps et un pilotage tout en finesse sur lequel nous allons revenir de la part de l'équipage. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est voir un petit peu quel est cet avion, ce WB-57F, le numéro 927, qui a, accrochez-vous bien, une spécificité mondiale. Cet avion que vous voyez est l'avion qui a passé le plus de temps au stockage de l'histoire de l'humanité avant d'être remis en vol. On va revenir dessus. Avant d'ouvrir un petit peu sur pourquoi un avion peut se retrouver à se poser sans train d'atterrissage, et vous allez voir, il y a deux grandes familles d'atterrissage sur le ventre. Celles, comme par exemple avec ce Mirage 2000, où on oublie de sortir le train. Putain la vache. Ah merde. J'ai pas sorti le train, bordel. Ou alors, comme ce 767 à Varsovie en 2011, des problèmes techniques. Ce qui, d'après ce tweet de la NASA, était également le cas pour ce Canberra qui avait 2 membres d'équipage à bord. Si vous demandez ce qu'on fait ici, eh bien nous préparons, là on attaque demain notre séminaire. Le prochain aura lieu, ce sera en mai, du côté d'Osgore dans les Landes. Vous avez un early bird, un tarif préférentiel si vous vous inscrivez, portez candidature avant le 14 février. Vous avez le lien juste en dessous. N'hésitez pas, jingle. Roger ball. Le Martin B-57 Canberra, ça vient à la base de British Electric. Ça a été fabriqué sous licence et accrochez-vous bien, c'est le premier jet de combat qui a tiré des bombes à la guerre pour les Américains. Il y en a 403 qui ont été construits. Ça date de 1953, une entrée en service en 54 et un retrait pour l'US Air Force en 83, j'étais pas né, ou en 85 pour le Pakistan qu'il a notamment utilisé dans ses guerres contre l'Inde. La version de base, elle faisait 12 tonnes à vide, 24 tonnes à la masse max. On est sur un avion subsonique, un Mach 0,79 et vous avez la version qui a été modifiée. La version modifiée, on a allongé les ailes, on a presque doublé la surface de la dérive. Il y a eu également une remotorisation et ça vous donne un aéronef qui peut monter à 18 000 mètres au niveau 630. Et cet avion, qui a maintenant une capacité à amener en soute au niveau des pods, au niveau de son nez avant, différents senseurs, peut prendre près de 3 tonnes de matériel et notamment a permis de récupérer de la poussière cosmique ou encore, à l'heure actuelle, si on en croit le site de la NASA, sert à faire du support d'imagerie, là où les deux autres aéronefs, le 926 et le 928, sont pour l'un en inspection jusqu'à mi-février 2026 et pour l'autre en grande visite, apparemment sans date précise pour le moment, ni intention de remise en vol. Donc c'est un véritable warbird que l'on voit s'arrêter sur cette piste avec à son bord un pilote et un opérateur système embarqué. Comme je vous l'ai dit, ce 927, en fait, initialement, c'est un B-57B qui appartenait au 8e Tactical Squadron, qui a été transformé en RB-57F en 64 et qui a été mis en stockage le 26 juin 72. Il était stocké à Davis Air Force Base jusqu'en mai 2011 et ils l'ont ressorti, livré en 2013 à la NASA. Et donc, c'est 41 années de stockage, le record du monde. On va regarder un petit peu en détail cette approche. Vous voyez que l'avion vient avec une pente extrêmement faible. Donc vous avez la pente qui est là. Normalement, vous avez une pente à 3 degrés, 5%. Et vous allez faire votre arrondi, casser votre vitesse verticale,
petit effet de sol souvent et ça vient toucher. Là, on a une approche plus plate avec la volonté de la part de l'équipage de venir réduire la vitesse verticale, le choc lors de l'impact. Donc, se poser sur le ventre, si vous arrivez souplement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le gros danger, en fait, par rapport à la piste, c'est si vous commencez à partir à gauche ou à droite. Vous allez vouloir trouver un terrain avec le vent dans l'axe, le vent est faible et dans l'axe. Historiquement, les gens pensent qu'on met de la mousse, ça se fait plus vraiment de nos jours, d'ailleurs on voit qu'il n'y a pas de mousse, et donc à partir de là, vous allez avoir échauffement, frottement et risque d'incendie. Donc vous ne vous présentez pas directement comme ça, vous allez dans un premier temps déclarer une urgence, vous mettre en attente, vider vos réservoirs pétrole afin de réduire la quantité de liquide qui peut s'échapper et prendre feu. Une fois que vous avez vraiment le minimum du minimum en termes de pétrole, vous présentez en ayant prévenu ce qu'on appelait dans la marine la caravane sécurité. Vous avez les pompiers qui sont là, et également des mécaniciens qui peuvent vous aider. Dans certains cas, éventuellement, en fonction des avions, vous allez même déverrouiller votre verrière avant de poser, car si le choc vient tordre votre cellule, vous pouvez vous retrouver prisonnier à l'intérieur de l'avion. C'est déjà arrivé. Maintenant, il y a deux grandes philosophies. Il y a celle qui consiste à couper le moteur avant de se poser, ce qui généralement est recommandé sur un avion à hélice, ou alors vous allez avoir la philosophie qui est je garde le moteur et je le couperai après. Quand on entend le bruit là de ces images, il semblerait qu'il y ait du moteur allumé. L'avantage du moteur, c'est que vous allez garder toute votre génération électrique, mais surtout hydraulique, pour mieux piloter, manœuvrer l'avion. Maintenant, une fois que vous avez touché le sol, il y a de grandes chances qu'on coupe tout. À noter, il semblerait que sur Canberra, il n'y ait pas de volet, de dispositif d'hypersustentation, mais là on voit sur la droite des sortes d'aérofreins ou de spoilers qui sont levés de manière à freiner au maximum l'avion. Donc vous avez des fois avantage à garder de l'énergie électrique, hydraulique, de manière à pouvoir utiliser tout ça. Néanmoins, sur beaucoup d'avions, même si vous souhaitez garder l'hydraulique, vous allez peut-être couper l'électrique avant de poser. Encore une fois, votre objectif, c'est augmenter vos chances de survie une fois au sol, en limitant le risque d'incendie. Et pour ce faire, il y a du travail à faire en interne, en réduisant les risques de départ d'incendie, en minimisant le pétrole en soute, et du travail à faire en externe, en trouvant le bon terrain, avec les bons moyens SSIS, comme on dit, de secours et d'intervention, qui vous attendent et qui vont pouvoir vous mettre en sécurité le plus rapidement possible. Ce qui est vraiment à noter dans cette approche, c'est vous voyez, c'est cette phase de travail de l'arrondi qui est rendue un peu plus difficile pour le pilote parce qu'il est habitué à poser sur des roues, il ne s'est jamais posé sur le ventre, donc il ne sait pas exactement à quel moment ça va taper, il va descendre un peu plus bas que d'habitude, mais vous voyez que c'est une approche qui est extrêmement propre, extrêmement stabilisée et surtout parfaitement alignée, car comme on l'a dit, la problématique va être de maintenir l'avion sur la piste pour éviter, par exemple, qu'il parte d'un côté, qu'il se retourne ou autre. Au niveau des grandes familles et des grands cas, on en a parlé tout à l'heure de 767, on a également des cas comme en 2005, à Los Angeles, un A320 qui avait sa roulette avant qui était de travers, ça c'est un autre problème. De manière générale, pourquoi est-ce que ce type d'accident est rare ? Parce que vous avez un système de secours. Donc vous allez généralement avoir votre manette de train, votre levier pour le train, vous demandez au train de descendre, c'est hydraulique, électrique, et quand ça ne fonctionne pas, vous avez un secours qui marche généralement par gravité, qui va vous permettre de retirer des sortes de loquets qui tiennent le train d'atterrissage en place, qui va lui permettre de descendre par gravité, se verrouiller par gravité. Et si ça ne marche pas bien, vous allez manœuvrer votre avion avec un petit peu de facteur de charge, de manière à forcer la gravité, à forcer votre train à sortir. Le plus gênant, c'est quand vous avez une sortie dissymétrique. Par exemple, vous avez un train droit qui est sorti, que vous n'arrivez plus à rentrer, et le train gauche qui n'est pas sorti. Là, c'est plus gênant. Donc, pour ce qui est des cas de problèmes de train, au final, un posé sur le ventre, c'est pas franchement le pire, même si des fois ça peut mal se passer en fonction des vitesses. Au final, on voit que c'est du posé presque pas cassé, très bien maîtrisé de la part de la NASA. Nous sommes sur un avion qui peut tourner environ 6h30, donc des fois il faut prendre son mal en patience et se mettre en attente. Et si vous demandez, est-ce que la NASA a d'autres aéronefs un petit peu originaux, ils ont des ER2, donc c'est des versions spéciales du fameux E2, qui peuvent monter au niveau 700, encore plus haut, pendant 8 heures. Et pour ce qui est de ces Canberra, il faut savoir qu'en décembre 2023, vous vous rappelez peut-être, il y avait des drones qui avaient été observés à Langley. La NASA avait envoyé cet avion sur place en renfort pour permettre d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est un avion qui a fait parler de lui également en Afghanistan, notamment pour faire de la carto ou de la guerre électronique.
En définitive, si demain vous devez faire une approche, vérifiez que le train est bien sorti, c'est quand même très important et ça a tendance à résoudre les problèmes. Ou alors, numéro 2, si le train ne sort pas, la règle de base dans l'aviation, quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Et à partir de là, on repart sur un T4 deck. C'est quoi la temporalité? C'est quoi l'effet? C'est quoi mes options? C'est quoi les risques? On prend une décision au bon moment. Après, on exécute, on contrôle. Le tout, bien sûr, avec la checklist. Et tous les avions, à train rentrant, ont une checklist pour vous aider, vous guider, vous permettre de bien décider. Et il y a un dernier point qu'on a souvent dans l'armée ou dans des unités comme la NASA. On peut appeler à la radio des collègues au sol qui vont regarder la documentation, qui vont vous aider à bien traiter la panne, à vous assurer que vous avez tout bien fait. C'est le concept du support mutuel, ce fameux mutual support qu'on utilise énormément dans l'aviation. On est là pour s'aider les uns les autres, pour faire en sorte que la somme des individus soit strictement supérieure, par exemple à 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 doit être strictement supérieur à 3. Si vous faites ça, c'est du bon travail en équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, on va faire partager ça à nos stagiaires demain. Et la semaine prochaine, en France, plusieurs entreprises, plusieurs workshops. N'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse, si vous avez des formations prévues cette année, ou vous souhaitez faire du team building ou développer vos équipes. À très vite et fly safe.